relié à la réalité, relier chaque particularité dans un tout cohérent. Pour savoir s'adapter, pour savoir agir en toute situation, il s'agit de comprendre les grandes lois naturelles, comme par exemple avec la méthode naturelle, les lois naturelles du développement physique. Marc-Olivier est enseignant et il a travaillé sur les lois de la découverte du réel et c'est ce qu'il nous expose aujourd'hui. Il a appelé sa méthode la pédagogie de l'attention. Merci beaucoup, merci Audrey, merci Bénédicte, je ne sais pas si elle est là, Bénédicte ce matin. Merci Arthur, merci Gaspard, merci Amaury. J'ai fait avec eux une découverte extraordinaire de l'hébertisme, effectivement il y a quelques années, mais si je commence à raconter tout ça, on n'est pas rendu. Mais ça a été un éblouissement, c'est vrai, parce que je pense que de la même façon que quand j'ai écouté hier François-Xavier et Céline à propos des tempéraments, nous partageons tous une anthropologie commune, même une théologie largement commune, mais disons, pour partir d'une base vraiment très commune, anthropologique, très réaliste. Le thème de cette journée, c'était donc hyper connecté, mais à quoi? Et donc la réponse, c'est évidemment, comme Pierre-Joseph vient d'en parler, hyper connecté à la réalité, et donc relié à la réalité, je suis tout à fait d'accord avec toi, plutôt que hyper connecté. Et c'est la découverte, avec tous les gens qui sont là, peut-être si vous étiez là hier, vous avez commencé à le percevoir aussi, c'est le fait de travailler sur toutes les strates de l'être humain, corps, âme, esprit, volonté, émotion. Il y a plein de manières de subdiviser, François-Xavier fait ça beaucoup mieux que moi, mais disons que on peut après encore subdiviser à l'intérieur des premières divisions, pour faire un travail véritablement holistique. Holistique voulant dire travaillant sur toutes les dimensions de l'être humain, mais souvent quand on a des écoles, enfin non, c'est pas pour critiquer des gens en particulier, mais quand on a tendance même nous-mêmes à vouloir faire un travail holistique, c'est un peu flou, c'est un peu fumeux, on se dit on a besoin de travailler sur tous les plans, mais encore faut-il avoir les clés de chacun de ces différents plans. Parce que chacun de ces différents plans, corps, âme, esprit notamment, sont à la fois reliés et différents. Et donc c'est très intéressant à chaque fois de chercher quelles sont les lois fondamentales, parce que les lois fondamentales nous libèrent, permettent à mon avis d'éviter deux écueils, soit de ne pas avoir de loi du tout, donc on passe notre temps en mode essai-erreur, on essaye et puis peut-être qu'un jour, ou peut-être jamais, on trouvera comment ça fonctionne. Et l'inverse, l'écueil inverse étant de se dire, il y a une tradition à tel endroit, dans l'école, des frères trucs ou des sœurs machin, ou de tel endroit, ou Montessori, ou je ne sais pas quoi, où on l'a fait comme si, donc comme ça a marché, on va le refaire systématiquement comme ça, de manière formelle, et puis si jamais un jour ça marche pas, en fait on peut pas s'adapter, parce qu'on ne sait pas vraiment sur quoi ça reposait. Donc les lois, dans l'hébertisme, il y a des lois du corps qui sont absolument passionnantes et nécessaires, qui ont toujours été nécessaires, qui vont l'être encore plus, si notre société continue sur la pente sur laquelle elle est actuellement, qui peut changer à un moment donné, c'est-à-dire avec des enfants et des adultes de plus en plus avachis, de plus en plus sédentaires, de plus en plus devant les écrans, etc. Les écrans faisant écran, c'est ça leur rôle malheureusement principal, même si il y a des choses formidables à tirer des écrans aussi, mais il faut les mettre à leur juste place. Hier, on a entendu parler, est-ce qu'on peut dire sur le plan psychologique, des vertus et des tempéraments, des tempéraments et des caractères. Et moi, ce que j'aimerais vous donner aujourd'hui, un petit aperçu, et je ferai aussi un atelier pratique cet après-midi, que c'est très important de voir que ces lois sont très concrètes, très, très vivantes, très simples, des lois de fonctionnement alors c'est pas le cerveau avec un cartable, mais c'est quand même du cerveau sur le plan intellectuel, quoi. Les lois intellectuelles, les grands modes de fonctionnement de l'esprit humain, ou de l'intellect humain, plus exactement. Et ce sont des lois très concrètes et qui sont passionnantes à explorer. Moi j'ai été formé par une personne extraordinaire qui s'appelle Elisabeth Nuits, je ne sais pas si certains d'entre vous la connaissent, qui a main levée, qui est-ce qui connaît Elisabeth Nuits? Quelques-uns qui connaissent un peu les travaux. Et pour vous montrer ce qu'elle a découvert, en travaillant en individuel avec des tas d'enfants et de personnes en difficulté, en les aidant à sortir de tous les 10 possibles et imaginables, toute l'hyperactivité. Le problème de tous ces mots avec des 10, avec des mots grecs, avec des préfixes et suffixes grecs, c'est qu'on se dit, oh là là, c'est du grec, donc ça doit être très très compliqué, ça doit être des choses absolument incroyables, neurologiques ou génétiques, ou etc. En fait, 10, ça veut juste dire dysfonctionnement, ça veut juste dire difficulté. Donc en fait, quand on dit qu'un enfant est dyslexique, ça veut dire qu'il a des difficultés en lecture.
plus ou moins profondes. C'est pas parce que, il ne faut pas que le mot devienne une étiquette et devienne une fatalité. Donc ce qui est intéressant, c'est pareil, c'est d'aller retrouver quelles sont les causes de ces difficultés, et à partir de ces causes, de voir quels sont les remèdes possibles. Et à ce moment-là, on se rend compte que ce que l'on apprend grâce aux élèves les plus en difficulté nous sert pour tout le monde. Comme on dit en biologie, l'organe lésé nous apprend la fonction de l'organe. Et grâce aux enfants en difficulté, on comprend ce qui va permettre, par exemple, chez quelqu'un d'autre qui n'est pas particulièrement dyslexique, comment il peut améliorer, c'est-à-dire développer énormément sa lecture consciente, sa lecture précise, etc. Et c'est vrai pour tous les types de dysfonctionnements. Sauf quand il y a des lésions cérébrales, ce qui est très rare. Et même quand il y a des lésions cérébrales, le cerveau humain est tellement extraordinaire, et l'être humain est tellement extraordinaire que si on mène un apprentissage suffisamment précis, efficace, etc., le cerveau peut compenser les parties lésées. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, ou quasiment pas, à part le fait que nous allons mourir, ça c'est à peu près sûr. Mais en attendant, le reste, tout est ouvert. Ou presque. Donc, pour vous le montrer très concrètement, je vous ai apporté un jeu que certains d'entre vous connaissent peut-être. Maintenant qu'il m'a fait faire ses galipettes, je vais pouvoir rapprocher la table. Qui connaît ce jeu de l'organicolore? Qui l'a déjà vu, déjà fait? Il y en a à qui je l'ai déjà fait pratiquer. Céline, non, pas encore. Il y en a qui ne le connaissent pas. Le jeu en tant que tel, c'est un puzzle avec quelques pièces, quelques couleurs, il y a d'autres couleurs dessous. L'intérêt de ce jeu, c'est que vous vous retrouvez, si vous venez le pratiquer cet après-midi, en situation d'apprentissage initial. Si vous ne le connaissez pas, vous êtes comme les enfants qui découvrent quelque chose de nouveau. Et donc, son intérêt, c'est que ça permet de révéler les lois, c'est-à-dire les principes dont on a besoin pour apprendre quelque chose de nouveau. Souvent, nous, en tant que pédagogues ou éducateurs, je ne sais pas qui ici est instituteur, ou professeur, ou parent, ou formateur, ou que sais-je, nous savons beaucoup plus de choses que nos élèves, puisque nous sommes plus âgés qu'eux. Donc jusque-là, bon, c'est assez logique. Mais nous ne savons pas forcément comment nous avons appris les choses que nous connaissons. Or, ce qui va nous permettre de les aider véritablement, c'est de savoir par quelles étapes on va les faire passer. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là, c'est-à-dire un violoniste qui joue très très bien du violon, il peut être un très mauvais pédagogue du violon, parce que pour lui c'est une pratique totalement intuitive, et il fera juste à l'enfant, fais comme moi. Puis si l'enfant n'arrive pas à faire comme lui, il est vraiment nul celui-là. Enfin, c'est fou de ne pas avoir de don comme moi. Vous voyez, bon. Ce qui fait que parfois un moins bon professeur, un moins bon, par exemple, mathématicien comme je suis, peut être un très bon pédagogue des mathématiques, parce que je sais tellement par quels écueils on peut passer, par quels pièges on peut tomber, que je vais très bien réussir à aider des élèves bloqués en mathématiques. Alors qu'un prof de maths dit « Oh bon, applique, tu comprendras plus tard ». Ce à quoi beaucoup d'élèves diront « à ce moment-là, j'appliquerai plus tard, parce que je ne peux pas appliquer sans comprendre ». Ça, c'est une question de profil. Donc, ce jeu de l'organicolore, je ne vais pas vous le faire manipuler là maintenant, ce ne serait pas très simple, mais je le ferai cet après-midi. Mais je vais quand même vous montrer les premières étapes. Le principe de ce jeu, c'est que vous avez un modèle comme celui-ci, et ce modèle, vous devez, première étape, le refaire avec ses pièces en l'ayant sous les yeux. Rien que ça, déjà, ça permet, pour certaines personnes, c'est déjà difficile. Pour certains enfants, c'est déjà difficile. Et ce n'est pas du tout une question d'intelligence. C'est une question... Pardon ? Que des enfants. Et pas que des enfants, et des adultes aussi. C'est une question de profil. Hier, vous avez entendu parler des distinctions entre les colériques, c'est colériques, mélancoliques, flegmatiques et sanguins. Ah bah, c'est normal, je m'oublie, j'ai fini. Tout ça, il ne faut jamais oublier, puisque notre but c'est d'être en rapport avec la réalité, de manière de plus en plus aiguë et précise, c'est que ce que nous vous proposons, ce sont des modèles, ce n'est pas la réalité, ce sont des grilles de lecture. C'est très important à ne jamais oublier, c'est-à-dire que si un jour vous avez un élève qui ne rentre pas dans votre grille de lecture, ce n'est pas l'élève qu'il faut changer, c'est votre grille de lecture. Je dis ça, mais ça a l'air d'être une blague, mais ça n'en est pas. Parce que c'est notre mode idéologique le plus fréquent. C'est-à-dire nous ne voyons pas ce qui ne correspond pas à notre vision préétablie du réel. Et donc toute la difficulté, c'est d'avoir un modèle, parce qu'il y en a besoin, ça aide, ça éclaire le réel, mais de savoir l'ajuster, comment ça se combine, les tempéraments et les profils cognitifs, ça vient d'Antoine de la Garandrie notamment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a découvert
C'est considéré comme un neuromythe par certains, parce qu'ils n'ont pas encore suffisamment travaillé, c'est pas grave, comme les tempéraments, comme plein de choses formidables qui sont considérées comme des neuromythes. C'est le fait que certains êtres humains sont davantage visuels, d'autres davantage auditifs, d'autres davantage kinesthésiques. À avoir la nécessité de passer kinesthésique, c'est-à-dire par le mouvement et par le geste. Une fois que vous avez pratiqué l'organicolore et que vous avez vu des gens faire l'organicolore ou d'autres jeux et que vous êtes habitué à voir ce type de profil, vous les voyez partout. Donc, je veux bien qu'on nous dise que c'est un neuromythe, mais il faut qu'on nous explique comment ça s'explique autrement. Mais c'est une réalité que certaines personnes, face à ce jeu, comme ce jeu est très visuel, c'est un modèle visuel et il y a des pièces à placer, des gens plus auditifs peuvent être complètement bloqués. Peuvent regarder ça et au bout d'une demi-heure avoir mis 3 pièces correctes. À ce moment-là, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de celui-là? Envoyons-le chez un spécialiste, parce que je ne suis pas capable de m'en occuper. Mais en fait, il y a des secrets très simples pour qu'ils puissent se remettre, pour qu'ils le réussissent très facilement. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape du jeu, une fois que vous l'avez réussi, sans aide ou avec mon aide, si vous avez besoin, ou avec l'aide de quelqu'un, vous retournez le modèle, vous défaites le jeu, et vous le refaites de mémoire. Et là, il y a un deuxième profil pour lequel c'est « oulala, ça va être difficile ». C'est pas le même profil. Ils disent je peux garder les pièces, faut que je le refasse vite parce qu'ils sentent qu'il y a déjà une hémorragie mnésique très rapide. Et ça, c'est plutôt les kinesthésiques, c'est-à-dire qu'ils vont être en mode... À chaque fois, c'est kinesthésique, pas construit. C'est comme les tempéraments au départ. Puis une fois qu'on a travaillé sur son caractère, on développe plein d'autres choses. De même, on est 2 tempéraments, enfin de profils plutôt visuels, mais on peut développer tout le reste, etc. Et c'est merveilleux. Il y a de l'inné, il y a de l'acquis. Bon, c'est pas nouveau, mais c'est intéressant à constater. Le kinesthésique, il va avoir tendance à foncer sur le fait de faire, défaire en mode essai-erreur. Mais le problème, c'est que tout ce qu'il a fait en mode essai-erreur, il a fait comme ça. Il fait « Ah, c'est ça. Ah non, c'est ça. Ah non, c'est ça. » Et quand ensuite il retourne la feuille, en fait, sa mémoire kinesthésique se souvient de tous les mouvements. Donc il ne sait pas ce qu'il a fait juste. Tout s'est embrouillé. Le mode essai-erreur, c'est utile. Dans la vie, il y a des moments où on en a besoin. Mais dans l'apprentissage, il vaut mieux que le geste soit précis, donc anticipé de compréhension et d'analyse. Un troisième profil, c'est les élèves ou les personnes plus visuelles, qui eux vont avoir tendance à photographier mentalement le modèle, même sans l'avoir compris, sans l'avoir analysé. Ils vont en faire une photographie mentale, vraiment certains sont capables de le faire, et même de réussir leurs examens comme ça, c'est-à-dire si la question de l'examen porte sur un point du cours qui a été vu, ils vont se souvenir visuellement que dans le cours, c'est en haut, à gauche, il y avait un titre rouge, et ils revoient le paragraphe, qu'ils n'ont pas forcément compris et pas forcément analysé, ils vont être capables de le recopier. Certaines personnes très visuelles m'ont raconté ça, ils ont passé des examens entiers comme ça, en recopiant mentalement ce qu'ils avaient photographié, et puis au bout d'un moment, se rendant compte qu'en fait ils avaient sauté une page. Vous voyez, ça n'avait aucun sens. Ils avaient enlevé plein de liens logiques. Donc ils déchiraient la feuille, ils revenaient mentalement à la photographie d'avant, si vous voulez, la photographie mentale, et ils avaient 18, 19, etc. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les bons élèves et les 18-19, il faut voir de quoi c'est fait. Ça peut être un vrai 18-19, compris, en rapport avec la réalité, capable de reformuler, etc. Là, formidable. Mais si c'est quelqu'un qui vous dit « j'ai eu 18-19, c'était il y a 15 jours et j'ai tout oublié du cours sur lequel j'ai eu 18-19 », c'est que c'est du faux, bon élève. Ça aussi, c'est un des intérêts de la méthode NUIT, c'est d'avoir vu que tout ce que les élèves en difficulté nous apprennent sur les autres, sur les nécessités communes. Dans ce que vous disiez aussi hier, c'est la même chose, c'est qu'il y a de la personnalisation, il y a du divers, nous ne fonctionnons pas tous de la même façon, mais nous avons quand même des nécessités communes. Les vertus à développer, elles nous sont quand même communes, et ici les capacités conscientes pour se mettre en rapport avec la réalité sont communes aussi. Ça va jusque-là? Vous me suivez? Je vais vous le faire très concrètement. Si je vous montre par exemple ce modèle-ci, alors s'il vous plaît, ceux qui l'ont déjà fait, ne répondez pas tout de suite. Si vous deviez refaire ce modèle, en sachant que vous allez devoir le refaire donc de mémoire, et idéalement, si vous l'avez bien fait, vous pourrez le refaire dans 1 an ou dans 2 ans. Si ceci était un cours sur, mettons, le subjonctif, ou sur Baudelaire, ou sur Napoléon, ou sur Jeanne d'Arc plutôt, c'est quand même le bon endroit pour en parler. Comment est-ce que vous faites? Par quoi est-ce que vous allez commencer pour vous en souvenir? Ceux qui ne l'ont jamais fait, est-ce que vous pourriez me dire?
Moi, je suis capable de dire que en fait, c'est pas une photographie, mais je me suis dit l'ordre. Tu t'es dit l'ordre. J'ai dit Quel, par exemple? Bleu, jaune, rouge. Jaune, bleu, jaune, rouge. D'accord. Bleu, jaune, rouge. D'accord. Nous allons en reparler. Tu m'as fait faire de la quadrupédie, tu vas voir. Je commence par l'oblique et... Vous commencez par l'oblique, vous voyez la symétrie. D'accord? Moi, je dis deux losanges, un grand triangle, un carré, rouge en haut, jaune en bas. D'accord, très bien, merci. Toucher ou comment ça se passe Le kinesthésique parle, c'est très bien. Alors, tu pourrais, si vous étiez moins nombreux, mais là déjà, c'est juste pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Quelqu'un d'autre a une autre idée, par quoi est-ce que vous commenceriez? J'enregistre d'abord le fond et après le carré aussi. D'abord le fond, c'est-à-dire Le premier grand carré et puis après le premier grand carré, le plus petit carré. Autre chose? Toutes vos... Oui, pardon? on va faire le rouge supérieur droit Le rouge supérieur droit, pourquoi? parce que c'est rouge. Parce que c'est rouge. Le rouge attire, c'est vrai. Le rouge du colérique attire. Il n'y en a qu'un seul. D'accord. Alors, en fait, tout ce que vous venez de dire, c'est pas démagogique, tout ce que vous venez de dire est utile. Mais ce n'est absolument pas par cela qu'il faut commencer. Et là, on a une découverte, on voit qu'on a tous été, comment dire, formatés, mais même avant ça, bon, on pourrait dire, certains diraient c'est le péché originel, je serais assez d'accord d'ailleurs avec cette idée. Notre rapport au réel n'est pas construit, et on a besoin de le construire, et en plus on a été formaté. On oublie quelque chose, c'est que si, je vous disais tout à l'heure, c'est la même chose que si vous aviez un texte à lire, ou un texte d'histoire, ou un schéma de SVT, de biologie sur la respiration, ou sur, etc. Par quoi est-ce que vous devez toujours commencer? En haut à gauche. Mais dans quel en haut à gauche? Orienté. Orienté comment? Orienté comment? Orienté, souvent les élèves en stress, ou les personnes en stress, quand on leur pose le modèle, on dit on me l'a posé comme ça, donc c'est qu'il faut que je le fasse comme ça. Ou bien il y a un 5 ici, alors je le mets dans l'ordre du 5, parce qu'il faut que je sois dans l'ordre dans lequel ça a été prévu. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Et ça, c'est une découverte extraordinaire d'Antoine de La Garandrie dans ce qu'il appelle les gestes mentaux. Ça a donné la gestion mentale, le terme est beaucoup moins joli. Mais lui, il parlait de gestes mentaux, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais quand je veux apprendre quelque chose? Le mémoriser. Par quoi est-ce que je dois toujours commencer? La vision globale. La vision globale, mais si c'est un texte à lire. Parce que d'ailleurs, il y a des élèves aujourd'hui qui lisent comme ça. C'est-à-dire, l'œil balaye la page. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Qu'est-ce qui doit se passer dans votre esprit? Le sens. Et comment on va trouver le sens? Et ça, c'est l'éclairage merveilleux d'Antoine de La Garandrie et d'Elisabeth Nuitz qui a creusé ça et qui m'a formé. C'est de dire, il va falloir évoquer, c'est-à-dire se faire un film, c'est-à-dire se faire une image mentale, ou se faire un film, si c'est en une histoire en continu, s'il y a une dynamique, s'il y a de la temporalité, en rapport avec la réalité. Là, voilà la réalité. Mais là, si vous partez dans il y a un carré rouge, un losange, etc., vous n'êtes pas dans la réalité. On est dans l'analyse formelle. Vous me suivez ou pas? Or, l'être humain de tout temps, et particulièrement aujourd'hui, a tendance à foncer sur la forme avant de s'occuper du sens. Le piège, enfin il y a plusieurs pièges, c'est qu'un, on n'est pas en rapport avec la réalité, c'est-à-dire on peut apprendre sa forme, A plus B au carré est égal à 2 plus 2AB plus B2, personne ne sait ce que ça veut dire, et c'est pas grave, applique la formule, tu comprendras plus tard. Mais à force de applique la formule et tu comprendras plus tard, on peut se faire manipuler en permanence. Et les gens vont nous dire, applique et tu comprendras plus tard. Je ne vais pas prendre de sujet polémique parce qu'on ne serait pas d'accord, mais il y en a plein dans l'actualité où c'est faites ci parce qu'on vous le dit, parce que les autorités vous le disent, etc. etc. Je pense que vous avez chacun des exemples en tête, je n'ai pas besoin de les nommer. On meurt, en fait, aujourd'hui, on meurt d'obéissance. Et on ne meurt pas de désobéissance. Et pourquoi cette proposition, ce dont je suis en train de vous parler et que je vais vous préciser ensuite, a des implications énormes? C'est parce qu'en fait après ça a des implications sur le plan psychologique, sur le plan corporel, parce que si on est en mode formel et sans comprendre, on est en mode stress, et donc on s'épuise, physiquement ça va être beaucoup plus difficile, sur le plan même, comment dire, de construction personnelle. Vous citiez hier Luther King qui dit j'ai un rêve, j'ai fait un rêve, ou j'ai un rêve et c'est pour ça que je vais pouvoir l'accomplir. Mais s'il n'y a pas le rêve d'abord, ça va être très difficile si nous n'avions pas, vous l'avez forcément, sinon vous ne seriez pas là, le rêve de une école meilleure ou une éducation meilleure ou une société meilleure, etc., déclinée sur différents plans, vous ne seriez pas là. Vous ne seriez pas là pour venir analyser les éléments.
voyez ce que je veux dire? Comment on peut la mettre en œuvre sur tel et tel plan? Est-ce qu'on peut faire appel à un tel, une telle, etc. Donc, l'évocation, ça va être par exemple de prendre ce modèle-là, et comme le proposait Gaspard, si je prends le temps de vous le faire tourner, et vous me dites à un moment donné à quoi ça vous fait penser. Alors, ce qui n'est pas évident, et l'intérêt de ce jeu, c'est justement que les modèles, a priori, n'ont pas énormément de sens, même si celui qui l'a inventé a mis du sens. Parce que ce sont des formes assez géométriques, c'est de l'art contemporain, diraient certains. Donc à quel moment est-ce que je l'arrête? Et vous pouvez me dire... Là, pour moi, tu peux l'arrêter là. Si par exemple, vous me dites, ça, qu'est-ce que ce serait, là, les triangles jaunes, tout le monde le voit? Je vais le mettre ici. Si les deux triangles jaunes sont des yeux, tout le monde le voit si je le mets là? Sauf Audrey, mais Audrey m'a fait faire des choses bizarres, donc c'est pas grave, tant pis pour lui. Non, tu vois très bien. Si ici vous avez des yeux, ici vous avez un bec, très bien, soit c'est animal, soit c'est humain. Là après ça va dépendre de chacun pour ce jeu-là. Évidemment pour un texte écrit, c'est le rêve de l'auteur qu'on va essayer de rêver à notre tour. Mais ici il peut y avoir plusieurs choses. Donc mettons un bec, donc ici qu'est-ce que ce serait? Comment? La bouche ou la gueule alors, ou le col alors? Oui. D'accord. Ça, qu'est-ce que ce serait? Les ailes. Ici, qu'est-ce que ce serait? Le front, la tête. Le front ou le chapeau. Et si c'est le front, ça peut être les cheveux. Si c'est le chapeau, ça peut être le soleil. Ouais. Vous voyez l'idée? Ouais. On va essayer d'en choisir une pour que tout le monde l'ait. Et je vais vous demander de la répéter. Parce que c'est le deuxième secret, très important. Donc ici, vous avez des yeux. Ici, qu'est-ce qu'on dit alors? Le nez. Si ça, c'est le nez, ça, c'est la bouche. Ici, les oreilles, ici le front, ici les cheveux. On est d'accord? Ou les cheveux, ou le chapeau, pourquoi pas? C'est possible aussi. Ce qui fait que là, vous pouvez me le redire s'il vous plaît, vous avez les deux triangles jaunes qui sont des yeux, entre les deux, en dessous, de part et d'autre des yeux, au-dessus des yeux, et au-dessus. Est-ce que vous voyez ce qui se passe sur le plan de la mémoire? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, aux surprises, grand scoop, l'être humain a besoin de sens. C'est épatant. Il a besoin de récit. Il a besoin, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, que fait le Christ pour faire comprendre des choses profondes sur le royaume? Il raconte des histoires, il fait des paraboles. Bon, il espère bien qu'on ne s'en tienne pas là, parce qu'après il demande aux apôtres, alors quand est-ce que vous me posez des questions ce matin? Rabbi, on n'a pas bien compris, là, ton vigneron, c'est quoi? Ton semeur, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, vous voyez? Mais il y a des paraboles où, sur un plan plus philosophique et plus laïque, on va dire, ou plus... Socrate fait la même chose. Il prend des allégories pour expliquer le monde moderne, pour expliquer ce que Pierre-Joseph nous a dit. Il dit, imaginez des hommes dans une caverne. Imaginez des hommes dans une caverne qui regardent des écrans. C'est complètement prophétique, hein, ça a été écrit il y a 2500 ans, tout y est de notre modernité. Il passe par des images et ce sont ces images-là que l'on retient et ce sont ces images-là qui permettent d'accéder au sens. C'est comme si l'évocation, ce film mental, était l'intermédiaire, c'était ta question Audrey en partie, quand l'intermédiaire entre le monde extérieur et notre monde intérieur. D'où l'importance, par exemple, il y a des enfants ici, si vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez des petits frères, des petites sœurs, vous avez des élèves, de leur raconter des histoires quand ils sont petits. Aujourd'hui, moi je suis professeur de collège, professeur de français dans le public, bon chacun ses défauts, je vois tout de suite quand on commence à leur lire un texte, quels sont les élèves à qui on a lu des histoires quand ils étaient petits et les autres. Ceux à qui on a lu des histoires et si en plus on les a fait parler, tout de suite ils ont l'œil qui s'allume et ils voient ce que vous leur demandez d'aller chercher. Et puis les autres, pourquoi il nous lit une histoire? On n'est pas des bébés, enfin, vous voyez. Alors que, est-ce que tu sais que le seul chercheur anglo-saxon, enfin américain, merci, je bois un coup, qui fait du récit, il n'y en a qu'un seul, et il a disparu des registres actuels. C'était Meyerson, je t'en avais parlé. Meyerson. Le seul chercheur qui construit, qui dit que la problématique, c'est qu'on a oublié le récit dans la transmission. Meyerson, je ne connais pas. Tu m'enverras la référence. Ouais. Est-ce que vous l'avez toujours en tête? Oui. En plus, ça va rester en mémoire à long terme, parce que justement, le sens a tout solidarisé et organisé. Vous le percevez? Ça, c'est le premier secret. Et si on veut le mener jusqu'au bout, c'est imaginer la scène, dans tous ses détails. Je vais vous le redonner, j'ai une fiche récapitulative, mais je vous le laisse noter comme vous voulez, mais je vous donnerai un récapitulatif. C'est imaginer la scène, ou se faire un film, ou se raconter l'histoire, selon le profil ou selon le tempérament, c'est pas la même expression qui va parler autant, dans tous les détails, en rapport avec la réalité, pour mieux en comprendre la logique.
Ça aussi, c'est très important. C'est pour mieux en comprendre la logique, c'est-à-dire pour comprendre la vérité de la réalité, d'une certaine façon. Parce qu'il y a un écart pour nous entre les phénomènes et leur essence, on pourrait dire, pour parler en termes philosophiques et platoniciens, qui était un grand mélancolique, probablement. Ouais, je pense. Pardon, c'est private joke, si vous n'étiez pas là hier, ça fait un peu... Bon, j'arrête. Je ne te parle plus, je ne vous parle plus. Donc, ça, c'est le premier secret. Vous pourriez me le redire avec vos mots, l'une d'entre vous, que je vois comme ça, c'est là où on sait si les choses ont été un peu intégrées. Vas-y Henri, vas-y. Donc le premier geste mental ? Oui. Eh bien, c'est l'évocation d'un sens, de se faire un film mental de ce que l'on observe, une représentation, qui est déjà une intégration de ce qu'on a vu. Très bien. Excellent. Qu'est-ce qui manque qu'est-ce qu'on peut ajouter comme élément ? S'il vous plaît. En rapport avec la réalité, pour en comprendre la logique. À la fois la logique de la scène que l'on étudie, du texte que l'on étudie, et mieux comprendre le réel. Et en fait, tous les cours devraient servir à ça. Et non pas se mettre à « on applique formellement, et puis applique et tu comprendras plus tard ». Parce que comme disait une publication sur un réseau social, ça m'arrive quand même d'aller sur les réseaux sociaux, applique et tu comprendras plus tard, c'était mis entre guillemets, et le type avait écrit en dessous, toujours pas compris. Ben oui, ça peut. Quand est-ce qu'on comprend ? C'est quand la date de péremption du yaourt, c'est. Bon. Deuxième secret, qu'est-ce que je viens de vous faire pour que vous le reteniez ? Je viens de vous faire tout verbaliser, tout répéter. Alors il y a la répétition mécanique, on va dire perroquet, mais en fait c'est ensuite le redire avec vos mots. Ce que je viens de demander à Henri, c'est ça ? Ce que Henri vient de proposer. Ça a été interdit dans l'école. Moi, quand j'étais élève, on nous disait « Ah non, ça c'est de la paraphrase. On ne peut pas dire aussi bien que l'auteur ce que l'auteur vient de dire. » Oui, certes, mais la reformulation, c'est le meilleur moyen de s'approprier les choses, quitte à se rendre compte qu'effectivement, on a oublié un élément ou que l'auteur a utilisé tel synonyme que nous n'avons pas utilisé, qu'il y a une autre nuance de sens, etc. Vous voyez ? Mais parfois, tel synonyme n'a aucun sens pour l'élève. Le mot employé, ils peuvent passer et ne pas oser lever la main parce que ça voudrait dire qu'ils ne savent pas, donc ils sont, qu'ils sont pris en défaut et qu'ils vont être mal notés, mal jugés, mal aimés, voire ne pas se sentir exister, parce que ça peut aller jusque-là. Tel mot, parfois qui nous paraît évident, ne le sera pas du tout pour les élèves. Par exemple, quand on joue avec ce jeu, moi au départ, je pensais même pas à leur poser la question. Je leur disais, bon, qu'est-ce que c'est ça ? Un triangle, puis avec le temps, tout ce qui paraît évident n'est pas forcément si évident. Je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est un triangle ? Parce qu'il a 3 côtés, donc en général je leur dis, montrez-moi les côtés, et beaucoup d'élèves aujourd'hui montrent. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est pas qu'ils sont complètement débiles, c'est juste qu'on leur a enseigné ça de manière complètement débile, ce qui est un peu différent, ou bien ils n'ont pas tout entendu, ils n'étaient pas réveillés, ça peut arriver aussi, parce qu'on leur a dit un triangle est une figure à 3 côtés, mais si on n'a pas précisé la différence entre angle et côté, pour eux c'est la même chose. Ils restent en global et ils restent dans le flou. Comme quoi les termes qui nous paraissent évidents ne le sont pas. Par exemple, ce triangle a 2 particularités. Une des particularités, c'est qu'il est isocèle, ces deux côtés sont de même longueur et cette base-là est plus grande. Ça va ? Ça va pour tout le monde ? Pourquoi est-ce que ça s'appelle isocèle ? Alors déjà on stresse quand les élèves, quand on leur demande qu'est-ce qu'il a comme particularité ce triangle, regardez, au lieu de le regarder, ils font ça. Ils font « Comment ça s'appelle ça ?» Ah oui, on l'a vu avec madame machin, là, avec monsieur truc, là, il était insupportable, le gars. Enfin bon, vous voyez, bon. C'est au lieu de regarder, d'observer le réel, en se disant, mais peut-être que je vais découvrir quelque chose que je n'ai jamais vu. Oui. Parce que c'est quand même l'intérêt des cours, normalement, c'est d'apprendre aussi des choses nouvelles. Ils veulent absolument le rapporter à quelque chose qu'ils connaissent déjà. Ce qui est notre mode stress. Cet élève fait quelque chose qui ne rentre pas dans ma grille de lecture, donc cet élève a faux. Cet élève n'existe pas. Cet élève doit être éliminé. Cet élève, etc. Bon, enfin, vous prenez ça sous l'angle que vous voulez. Vous voyez ? Donc au lieu de le regarder, et ensuite pouvoir dire pourquoi est-ce que ça s'appelle isocèle ? Pouvez-vous me le dire ? Parce qu'il y a 2 côtés égaux. Oui, mais pourquoi on a décidé de l'appeler isocèle ? Par rapport à l'isotherme, par exemple, ou pas ? Iso, ça veut dire même. Même température pour l'isotherme, même longueur. Mais le problème, c'est que si ça veut dire même longueur, équilatéral, ça veut aussi dire même longueur. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'ils confondent isocèle et équilatéral. Donc cèle, c'est quoi ? Et même les profs de maths ne savent pas. Les profs de maths disent oh, c'est comme ça parce que c'est comme ça. Tant qu'on en est, nous, à dire c'est comme ça parce que c'est comme ça, c'est qu'on n'a pas assez bossé notre sujet. Ça peut nous arriver, on a oublié d'imaginer qu'ils n'allaient pas comprendre tel ou tel terme, mais il faut bosser.
Ça, c'est les merveilles de l'étymologie, c'est d'ouvrir le sens des mots. Selle, il y en a quelqu'un le sait ou pas? Selle, ce sont les jambes. Et donc c'est magnifique comme idée. C'est l'idée que, quel que soit, si vous calculez la distance, enfin vous ajoutez la distance entre les pieds, ça fait un triangle, vous êtes d'accord? Et quel que soit l'écartement, soit en quadripédie c'est un peu différent, quel que soit l'écartement, vos jambes vont garder la même taille, approximativement. Et là vous ne pouvez plus jamais confondre avec équilatéral. Donc c'est pour ça que c'est très important de le faire avec les mots au départ de l'enfant. De partir de leur reformulation, pour finalement leur dire ça, ce que tu viens de nommer de cette façon, pour le dire de manière plus raccourcie, synthétique, être plus efficace, on va appeler ça isocèle par exemple. Ou bien c'est un triangle qui a une autre particularité, un triangle rectangle. S'il est comme ça, pour quelqu'un qui est très auditif, qui n'est pas très visuel, il ne voit absolument pas que c'est rectangle. Il a absolument besoin qu'on voit un côté à la verticale et un côté à l'horizontale. C'est très utile, les angles droits, c'est ce qui fait que les maisons sont quasiment toutes à angle droit, parce que c'est ce qui tient le mieux. Et l'être humain aussi. L'être humain, pour tenir sans effort, il est à angle droit avec le sol. C'est pour ça qu'il relie la terre et le ciel. Donc l'angle droit, c'est pas rien, c'est pas juste géométrique et formel. Vous voyez, c'est pas juste le nombre de degrés parce qu'on a décidé de diviser ça en tant de degrés, etc. Ça va ? Donc, deuxième secret. Qu'est-ce que vous avez compris? Répétition, et pas seulement répétition mécanique, mais reformulation pour pouvoir s'approprier les choses. Ça va? Et seulement après, on va arriver à l'étape par laquelle vous commenciez. Et on fait ça dans l'école tout le temps, de se précipiter sur les choses formelles. Je vous assure qu'il y a j'ai plein d'autres secrets à vous dire, et je ne vais pas avoir le temps de tout vous dire. Arthur, tu me préviendras 5 minutes avant le... Ouais, c'est dans pas longtemps, 5 minutes avant. Si on remettait l'évocation, c'est-à-dire le sens en premier, c'est-à-dire le film mental, le rapport au réel, avant tout enseignement, déjà on a de quoi remettre l'école française sur pied. Ce qui est un de mes buts, entre autres, pas tout seul, c'est pour ça que je suis là. Magnanimité, humilité, j'ai besoin d'autres personnes et on va y aller petit pas par petit pas. Mais si on a ces principes-là, je vous assure que ça change tout. Et pour nous aussi, ça crée de la joie parce qu'on fait des liens, interlégués, intelligence, tout se relie, tout prend sens. À ce moment-là, seulement on arrive à vos deux yeux. Vous les avez toujours, les deux yeux? Ils ont quelle forme? Triangle. Avec le grand côté vers où? Là c'est plus délicat. Pourquoi c'est plus délicat? C'est ça la puissance de la parole, c'est que tant qu'on ne l'a pas dit, on a beau l'avoir sous les yeux, on ne le voit pas. C'est une des grandes découvertes de Maria Montessori, c'est tout le monde a la capacité de percevoir, la plupart on a des yeux, des oreilles, etc. Mais si ça n'est pas développé, si quelqu'un ne vous aide pas à développer ce potentiel, il reste à l'état complètement lacunaire. Ce qui fait que les éléments de base simples, les triangles, vous allez l'avoir. Le nez en dessous, c'était quelle forme? Carré. Là, ça reste assez simple. La bouche, c'est plus compliqué de dire de quel élément c'est fait. Et là seulement, on va arriver à l'analyse formelle. Et l'analyse formelle, pour un jeu visuel, comme celui-là, parce que ceux qui sont très bons, les visuels qui arrivent à photographier, si vous faites un travail rythmique, ils vont être complètement perdus. Puisque eux sont beaucoup plus visuels et beaucoup moins auditifs. Exemple, si je fais un travail du type, répétez après moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le visuel il fait, attendez, vous pouvez me le refaire, donc là vous êtes obligé de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là il commence à faire, ah d'accord, oui je vois mieux, après vous êtes 1, 2, 3, etc. Puis après les hauteurs de notes, et donc chacun va avoir besoin de travailler, de travailler les éléments qui lui sont moins spontanés. Mais tout le monde a les mêmes besoins finalement, c'est-à-dire ça va sur une autre voie perceptive, ça va se travailler de la même façon. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc troisième aspect, c'est que dès que c'est compliqué, comme dans la vie quand il y a quelque chose de compliqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller boire un coup et se balader et aller faire un peu d'hébertisme pour se détendre et faire de la quadrupédie avec Audrey. Décomposer. Il faut décomposer, ce qu'on appelle d'un terme grec aussi, analyser. Analyser, ça veut juste dire quand c'est trop complexe, on prend le temps d'analyser. J'avais de la pâte à fixe tout à l'heure. Quelqu'un la voit? Non. J'en ai mis là-haut. Ce qui fait que par exemple, ici, la forme de la bouche, pas besoin de tout vous faire, la forme de la bouche ici, je vais prendre le temps de me dire
Est-ce que vous voyez tous cet angle ici? Oui. Est-ce que vous voyez tous l'angle ici? Et à ce moment-là, je vais diviser et je vais me retrouver avec une forme que peut-être je connais, ou bien pas encore tout à fait, ça dépend de ce qui est intégré. Comme en alphabétique, on pourrait dire, est-ce que la syllabe est intégrée ou est-ce qu'il faut revenir à la lettre et au son? Et si ça ne suffit pas, cette forme-là, qui s'appelle un trapèze, je vais prendre le temps de le rediviser. Merci beaucoup, ça n'a aucune importance ça. Je vais prendre le temps de le rediviser pour me rendre compte que je peux le faire avec un losange et un triangle ou un losange et un triangle. Ouais, voilà. Mais il y a des élèves qui sont tellement en stress que rien que le fait de voir deux possibilités, ça les panique. Oui, mais alors c'est laquelle la bonne? Bon, celle que tu veux, du moment que tu arrives à cette forme-là. Ils sont tellement en mode binaire, c'est bon ou c'est pas bon, oui. Je suis aimable ou pas aimable, c'est génial ou c'est nul, vous voyez, sans nuance en rapport avec la réalité. Ce qui fait que de l'autre côté, ça va être fait comment? Pareil. Et donc la bouche elle-même, elle va être faite de quoi? De 4 pièces, lesquelles? 2 triangles, 2 losanges, avec les grands côtés des triangles vers où? Vers l'extérieur, ça va pour tout le monde. Ce qui fait que, et ces 2 trapèzes vont former une sorte de V. Tout le monde est d'accord? Ce qui fait que là, normalement, une fois que je le cache, qu'est-ce que vous avez en tête? Comment est faite la bouche? En V. En V, avec quelle forme? 2 trapèzes. Ces 2 trapèzes eux-mêmes formés de 2 triangles et 2 losanges, avec les grands côtés des triangles vers où? Et là, si vous avez pris le temps de le dire en même temps, ça va être intégré. Vous avez des élèves, s'ils ne l'ont pas redit, vous avez beau le montrer et avoir tout expliqué, ils ne seront pas capables de vous le réexpliquer, de vous le redire, ça va? Et là, vous allez avoir l'analyse formelle par laquelle vous commenciez, mais qui découle du sens. On sait qu'on est bien en train de parler de la bouche et qu'elle est dans un tout cohérent, organisé. Ça vous parle? Secret suivant. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on va prendre le temps de le manipuler. Pour Gaspard, et il va faire « Ah, enfin, il était temps !» Et les autres aussi. Mais on peut aller assez vite à cette partie-là, parce que là, comme je vous l'explicite, je fais du méta-discours, on peut aller vite. Hein. Ça y est, tu as analysé la bouche, vas-y, construis-la. Et à ce moment-là, le geste, ça va être « Je prends 2 triangles, de quelle couleur? Rouge, avec les grands côtés vers l'extérieur, je les place immédiatement, et mon geste va être très précis, ce qui fait que ma mémoire kinesthésique va être très précise. Ça va? Et le 5e secret, c'est qu'il faut prendre le temps de faire tout ça. Et prendre le temps de faire tout ça, et dans cette chronologie, ça fait gagner un temps fou. Que quand on en parle au départ en formation et au professeur, il me dit mais alors si on fait ça, avec le programme, etc. Si vous ne faites pas ça, le programme ne sera pas intégré. Donc en fait, oui, vous allez aller vite, oui, vous allez vite faire votre programme, mais les élèves ne le feront pas. Et là, tu en as parlé aussi tout à l'heure, c'est comment il s'appelle, son prénom, Rosa, le sociologue allemand. Ça vous dit quelque chose? Non? Hartmut? Non, je ne sais plus, un nom pas possible comme ça. Sur Rosa, dit l'accélération, c'est une aliénation. Et c'est très juste. La vie consciente, elle est dans le temps. Mais on est tellement habitué à être en mode stress. Et en plus, c'est utilisé pour un certain nombre de manipulations, parce qu'on sait que si on met les gens en mode stress, on peut faire à peu près ce qu'on veut d'eux. Ils sont en stress, donc ils disent « Ah, trouvez-nous une solution. Ah bon, c'est ça la solution? Ah, c'est là-bas. Ah, oui, j'y vais. Je cours. » Même si je n'ai pas analysé. Alors que si on prend le temps de faire les choses, en fait, ça va s'inscrire en mémoire à long terme. Vous l'avez toujours, la bouche? C'est quoi? 20? 15 minutes. Tu me laisses encore 15-20 minutes? Waouh, le luxe! Cadeau! Prends le temps! Oh là là! On ne sera pas en stress et on ne va pas courir vers. Mais non, mais typiquement, exemple, je m'étais dit que je voulais vous dire plein de choses, mais j'ai pris le temps de vous donner plutôt ces éléments-là, plutôt que toute la fiche que je voulais vous donner, pour que justement vous puissiez les intégrer. Je préfère vous en dire moins, mais que ces éléments-là vous donnent vraiment des pistes et que vous sentiez que c'est concret. Ce ne sont pas des lois perchées, abstraites, juste pour se faire plaisir. Ça va ? Donc les 5 secrets, je vais vous les donner, je vais vous donner cette fiche, et je vais vous montrer quelque chose alors à ce moment-là, puisque j'ai 15-20 minutes, il m'a dit à 56, donc jusqu'à écart, j'en déduis. Je veux bien que vous fassiez passer ça, voilà, d'un côté ou de l'autre. Vous avez les secrets, et vous avez, dans l'ordre, et vous avez les bénéfices, c'est-à-dire le fait que quand on travaille de cette façon, ça met les élèves en joie.
Notamment, moi je me suis même pas présenté, c'est très mal poli, mais je suis professeur, mais je suis aussi comédien et animateur de théâtre, puis je fais un peu de chant et je suis chef de chœur dans ma paroisse orthodoxe dans laquelle je suis lecteur, donc je suis membre du clergé mineur, comme on appelle ça, de lectorat, le plus petit rang, le plus humble. Et pour le théâtre, j'ai monté l'année dernière, certains d'entre vous, dont Florence a vu le spectacle, et Marie-Aimée aussi, et d'autres, j'ai monté Antigone de Sophocle, avec chœur chanté et dansé, avec des élèves de 6e, 5e. Tout le monde m'a dit, ça va pas la tête. Moi y compris, je me disais, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Et en fait, ça a magnifiquement marché. Ils jouaient, quoi ? Ils jouaient, ils chantaient, ils dansaient en comprenant ce qu'ils jouaient, ce qu'ils chantaient et ce qu'ils dansaient. Absolument scotchant. Et en fait, c'est parce que j'ai pris le temps avec eux. Dans cette pièce, ils ont quand même appris quelque chose comme 1000 vers, donc, dont 250 chantés, quoi, et dansés. Non. Ça, j'en serais bien incapable. Et pourquoi ils l'ont réussi pleinement, en étant pleinement là, pas juste en obéissant mécaniquement à mes dictates de metteur en scène, c'est parce qu'on avait pris le temps de tout redire et de tout reformuler avec leurs mots. Alors avec parfois un quart d'heure de questionnement sur un sens d'Antigone. Remarquez, chez Sophocle, vous pouvez prendre chaque vers et un quart d'heure, c'est pas suffisant. Tellement c'est extraordinaire. En termes d'enjeux, en rapport avec la réalité, etc. Notamment, j'ai fait exprès de monter cette pièce aussi pour cette raison. Il y a au-dessus des lois humaines, des lois divines, nous rappelle tout le temps Antigone, qu'elle appelle les lois non écrites, les lois divines, et les lois humaines ne peuvent pas être trop écartées à distance, même à contre-courant de ces lois divines. C'est la loi de Créon, la décision de Créon de ne pas enterrer le cadavre du corps d'Antigone. Ce qui ne se fait pas, et lui dit la loi c'est la loi, le légalisme c'est le légalisme, il dirait je suis la République, je suis la loi, et donc la loi est bonne puisque c'est la loi. Non, Antigone dit non, il y a un autre ordre auquel il faut se référer perpétuellement, les Grecs disaient ça magnifiquement, et les pères de l'Église lisaient Antigone, Sophocle et les grands tragiques de cette manière-là, en disant c'est des figures pré-chrétiennes en fait, 2500 ans, 500 ans avant le Christ, elle dit des choses que le Christ redira, etc., et que Jeanne redira. On fait plein de... Voilà, tous ces liens. Donc tout ça pour dire, c'est parce que j'ai pris le temps avec eux de tout leur faire reformuler et évoquer. Et donc là, tout prend sens. Et après, le jeu, même si le chant est un peu maladroit, ou la danse est un peu maladroite, ou etc., comme tout prend sens, de mon point de vue, il vaut mieux ça, plutôt que quelque chose de bien chanté sur le plan de la justesse, je ne sais pas s'il y a des musiciens dans la salle, sur le plan de la justesse sonore, c'est important la justesse sonore, mais avec un texte que les enfants ne comprennent pas. Ça va être très juste, mais en fait, on va se faire suer, quoi. Quelle langue vous chantez ? Ça va ? Vous avez les 5 premiers secrets donc, que je vous ai reformulés, et ensuite j'ai noté qu'effectivement ça procure une forme de joie et de calme. Merci. Que ça change complètement le statut de l'erreur. C'est plus l'erreur, non seulement on a le droit de se tromper, mais l'erreur, c'est la solution. C'est parce que si l'erreur c'est la solution, à condition de l'analyser. Comme aujourd'hui, c'est-à-dire on est réunis, alors on peut déplorer la situation actuelle, c'est la crise, voire l'apocalypse, etc. Mais l'apocalypse, ça veut dire la révélation, ça veut dire l'occasion de la prise de conscience. Elisabeth Nuits n'aurait jamais pu comprendre ce qu'elle a compris si elle n'avait pas eu des élèves très en difficulté. Antoine de la Garandrie n'aurait jamais pu comprendre ce qu'il a compris s'il n'était pas devenu sourd et s'il n'avait pas dû changer lui-même de profil et comprendre qu'il y avait différentes manières d'apprendre. Vous voyez ? Et on ne serait pas là réunis aujourd'hui s'il n'y avait pas des catastrophes qui nous poussaient à nous dire on ne va pas juste râler et faire des manifs. Maintenant, qu'est-ce qu'on construit concrètement à Bourou ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement à Orléans, etc., etc. Et ça nous oblige à retrouver ces lois fondamentales. C'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose de bouleversant. Moi, je suis heureux de vivre à cette époque dans le sens où j'ai connu Elisabeth Nuits qui nous fait comprendre, qui réexplicite des choses qui étaient en partie connues, effectivement, mais qui nous permet de prendre conscience de leur nécessité. Alors que quand ça marche plus ou moins bien, quand les choses marchent, en général, l'être humain ne réfléchit pas. Il réfléchit quand il se prend un mur, s'il n'a pas trop mal. Je vous en prie. Ma pièce rouge, parce que je commence... Oui. Une seule pièce. Moi, l'histoire que je me racontais, une pièce rouge, je commence par la placer dans un angle. D'accord. La deuxième pièce, je place la jaune parce qu'il y en a 3 éléments.
dans l'autre angle opposé. Mhm. Et j'avais constaté que les deux triangles, il fallait faire la diagonale, je les complétais, je les plaçais. Qu'il y a une symétrie. Et je complétais en 4, les 4. C'est formidable comme analyse, mais il faut que ça vienne après le sens. Parce qu'on est dans l'analyse formelle. L'analyse formelle, c'est comme si vous disiez, les élèves, il faut qu'ils se tiennent comme ci, il faut qu'ils soient là à telle heure, mais en fait on ne sait pas pourquoi on les réunit. Là, je ne sais pas. Là, si vous n'avez pas raconté d'histoire, vous ne savez pas quel est le but de votre organisation. C'est comme dire, oui, on sait que un élève de 6e, ça va à telle heure au collège, de telle heure à telle heure, ça s'assoit à tel endroit, ça va de telle salle à telle salle. Oui, mais ils font quoi? L'histoire que je vous racontais, 1, 2, 3, 4, c'est pas une histoire. En fait. Ça, c'est pas une histoire, c'est une analyse formelle. C'est nécessaire. C'est tout à fait nécessaire. Mais ça vient en second. C'est-à-dire que, si vous voulez... Moi, je ne vois pas du tout le visage, c'est pour ça que... Ah, d'accord, d'accord, vous faites bien de me le dire. Merci de me le dire. Il y a des élèves pour celui-là qui me disent, en fait, là, il y a une grande pyramide bleue, devant, il y a 2 petites pyramides jaunes, il y a le Nil qui coule, il y a le soleil couchant, l'ombre de la grande pyramide et le sable du désert. Moi, je voyais un avion de chasse. Ou un avion de chasse, c'est-à-dire, dans ce jeu-là, ça n'a pas d'importance. Là, c'est juste pour vous prendre, quand venez le faire cet après-midi, si vous voulez, c'est juste pour vous faire prendre conscience de la nécessité de mettre du sens, et de la nécessité de parler, et de la nécessité que l'analyse vienne après le sens, et de la nécessité que la manipulation, c'est mon débat avec Arthur à chaque fois qu'on se retrouve, il est où Arthur? Il est sorti, ou avec Audrey, mais on en a moins parlé, c'est le côté, comment est-ce qu'on aide des enfants, par exemple, en mode hébertiste, qui vont avoir du mal à faire le mouvement, qui vont regarder, les kinesthésiques vont foncer, bon, même si je le fais pas très bien, de toute façon j'y vais, puis les autres ils disent... Normalement, alors, il y a systématiquement dans un cours d'hébertisme, il y a un récit. On fait des fausses en et c'est pour ça que je l'aime, même s'il me massacre, non, même s'il m'humilie, pour ça que je l'aime, je lui ai dit, j'ai eu une révélation avec lui, avec Audrey, extraordinaire, puisque précisément tout ce que tu fais en termes physiques est pris dans une histoire. tout le temps. En rapport avec la réalité. Alors, on va sauver des gens, on a une équipe qui, machin, puis à la limite, là, à ce moment-là, peu importe le récit d'une certaine façon, du moment qu'il y en a un. Vous voyez ce que je veux dire? Tu fais un récit, puis après ils sont dedans, tu n'as même plus besoin de continuer, ils se continuent tout seuls dans leur tête. Oui. Et Marc-Olivier, moi Oui. j'ai une question par rapport à l'évocation, parce que, Oui. je trouve que alors c'est lumineux, c'est génial, voilà, c'est hyper enthousiasmant. Voilà, tu peux t'arrêter là, Voilà. c'est parfait. Merci, au revoir. Non, j'adore les questions. Tu te calmes. On se comprend. Mais, Merci entre sanguins. Non mais en fait, l'évocation, tu vois, les enfants, moi je me rends ça se construit. Oui, mais beaucoup d'enfants ne savent pas le faire. raconter d'histoire. Tu vois, Ne savent plus, mais ils savent. mais en fait, non, mais ne savent même Non, pas voir. Tu vois, par exemple, l'oiseau. L'oiseau, Oui. c'est quand tu as vu des oiseaux, tout ça, mais il y a Eh plein oui. d'enfants justement qui n'ont même plus. Absolument. Ce premier rapport au réel qui fait qu'on va... Et là, il faut aller avec eux, faire de l'hébertisme, faire de l'école des bois dont Marie va vous parler cet après-midi. Et après, c'est comment on intègre... Parce qu'effectivement, ces éléments-là d'évocation, ils partent d'un réel déjà intégré, Et en fait, partie. il y a tellement d'enfants qui sont hors Absolument. sol, tu vois. Mais après, ça se construit. Oui, c'est vrai. Et Ça c'est se merveilleux. répare. Ça se répare, en fait, tu vois. Parce que pour beaucoup. C'est même pas que ça se répare. Il y en a qui, s'ils l'ont pas construit, il faut le construire. Et c'est là où c'est pas une question d'âge. Faut pas se dire, ils ont tel âge, donc c'est trop tard. Non, ils ont 60 ans. Si l'évocation n'est pas construite, Ouais, on d'accord. construit l'évocation à 60 ou à 70 ou à 80 ou à 90. Non, ma question, C'est- tu vois, c'est est-ce que l'évocation, elle n'est pas. Est-ce que, en fait. Alors, c'est un peu pessimiste hein, comme constat, mais se dire que. Il y a tellement d'enfants qui ne savent même pas qu'un poulet c'est pas une cuisse ou cellophane comme disait Oui. voilà, tu vois, est-ce qu'ils sont capables d'évocation en fait? Pas sûr. Moi, tous ceux que j'ai vus, je fais aussi du soutien scolaire. Et en soutien scolaire, je n'ai jamais vu un enfant qui n'arrivait pas à progresser en évocation, même si au départ, il n'en avait pas. Ouais. Je vous montre exemple très simple Ouais. du sujet de cours que vous voulez. Je pense à quelque chose, vous devez deviner à quoi. Comment allez-vous faire? Ah oui. On pose des questions. Les élèves en stress vont dire, je vais regarder dans vos yeux. Ok, vas-y, je t'en prie. Alors, qu'est-ce que tu vois? Et donc, vous allez poser des questions. Allez-y, posez-moi des questions. Je pense à quelque chose. Est-ce que c'est un animal? Oui, c'est un animal. Répétez. Oui, c'est un animal. Il est volant. Il est à plumes. Maintenant, il faut à chaque fois reformuler. C'est un animal Animal. et on enrichit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à se construire une image petit à petit. D'accord, ok. Est-ce qu'il vole? Alors, on peut dire est-ce qu'il vole? Et là, c'est très important.
c'est parce que vous êtes habitués, nous sommes habitués à jouer à ce jeu en mode question fermée. C'est-à-dire, il faut que j'ai déjà une idée et j'attends la réponse par oui ou par non. Mais personne ne vous interdit de poser des questions ouvertes. Parce que si vous dites, si je dis il n'est pas volant, vous ne savez pas comment il se déplace. Mais si vous me demandez comment se déplace-t-il, vous irez beaucoup plus loin, comme un missile à tête chercheuse. Vous voyez, c'est-à-dire je ne sais pas où il va aller. Tu vois l'idée? Et mentalement, ça change tout. Donc là, la question c'était est-il volant? Non, il n'est pas volant. Répétez, non, il n'est pas volant. Mais là, vous savez négativement ce qu'il n'est pas. C'est de manière apophatique. Nous travaillons les devinettes de manière apophatique. Non, laissez tomber, c'est un jeu de mots. C'est une blague pour François Xavier. Donc l'évocation se construit. L'évocation, mais continuez. Mais de quel animal s'agit-il? C'est la seule question que l'on peut, très ouverte, tellement, bravo. C'est la seule question que vous n'avez pas le droit de poser, tellement elle est ouverte. Il y a des gens qui ont l'esprit tellement ouvert que leur cerveau est parti. Donc, de quoi se nourrit-il? Voilà, comment se déplace-t-il? Il se déplace en nageant. Continuez. Et est-ce que quelqu'un peut reformuler les informations obtenues? Ce qui fait qu'à chaque fois, tout le monde récapitule et c'est pas récapituler pour dire. En général, ils font ça. Ils font. C'est un animal. Il n'est pas volant. Et mince, j'oublie un truc. Vous voyez, avec ce mode stress de est-ce que je coche toutes les cases? Alors qu'en fait, c'est tout à fait autre chose de se dire. Alors, c'est un animal qui nage. Donc j'ai pas besoin de dire qu'il n'est pas volant, a priori s'il nage, quoique, sauf le poisson volant. Il y a pas de poisson. Là, c'est pas un poisson volant. Ce n'est pas un poisson volant. Voilà. Vous voyez, ou pas ce que vous êtes en train de faire, continuez-le. Et ça, là, c'est en mode statique. Et si vous faites deviner, par exemple, un albatros, avant de leur lire le poème de Baudelaire, ils rentrent dans le poème, parce que vous avez déjà évoqué le fait qu'il avait une envergure, qu'il était tout blanc, qu'il volait pendant des jours et des nuits sans s'arrêter, qu'il suivait les bateaux, etc., etc. Ça fait que quand vous commencez, souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, etc. Ben, ils sont complètement dedans. Alors que s'ils n'ont jamais appris à évoquer, voilà ce qui va se passer. Ils vont vous écouter ou lire le texte, ils vont dire il y a des oiseaux, il y a une pipe à un moment donné, et il y a le poète. Super. Vous comprenez? Ils vont flasher sur des mots au lieu d'être justement dans cette narration et cette chronologie. Là, on rentre dans une chronologie aussi. La devinette, allons jusqu'au bout. Quelle taille fait-il? Récapitulation des informations, s'il vous plaît. C'est un animal qui nage. Animal qui nage. Et quelle taille fait-il? Quelle taille fait-il? Il fait environ 2,5 mètres à 3 mètres. C'est-à-dire, si je pars du pied, ça fait 1, 2, 3. De long, donc c'est quand même assez grand, en fait, parce que 2,5 mètres, les élèves, la plupart, ils font 2,5 mètres, 2 cm et demi, 2 km et demi, c'est à peu près pareil. Il vit dans les océans. Il vit dans les mers et les océans. Quelqu'un peut reformuler? Animal qui nage. Qui fait 2 à 3 mètres. Est-ce que vous voyez l'image qui est en train de se construire? Là, on est en train de travailler ce qu'on appelle chez les gens chics la flexibilité cognitive. C'est-à-dire la capacité à modifier son image mentale. Parce que parfois, vous avez des élèves qui sont tellement en stress de ne pas trouver que dès qu'ils ont une idée, ils s'y accrochent. Ils ont entendu ça vole, donc ils pensent, je sais pas, qu'est-ce qu'ils pensent, aigle. Et donc vous avez beau leur dire que l'oiseau fait 25 grammes, ils disent oui, c'est un aigle de 25 grammes, est-ce qu'il ne faut pas lâcher le truc, quoi. Vous voyez? Ou un moustique de 500 kilos. Ils sont tout à fait capables de ça, en stress. Parce qu'ils restent sur leur image mentale et pas sur la réalité. Donc là, il y a tout un travail extraordinaire. Et après, on peut le faire avec des enquêtes, etc. Autre question pour finir la devinette? On peut laisser la devinette de côté. Mais... De quelle couleur est-il? Alors, en général, il est bleu ou gris ou blanc. Est-ce que vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? Un requin. Alors, après, il y a la deuxième étape. Quand vous avez l'idée, pour que les autres continuent à chercher, au lieu de dire, il faut noter. Tu notes ta réponse, comme ça moi je peux te dire ah non c'est pas ça, faut continuer à chercher, ou oui très bien, pose des questions pour les aider à trouver, et on continue, et après on peut même jouer, troisième étape du jeu, c'est la plus intéressante, maintenant que vous avez quasiment tous trouvé les enfants, ou d'ailleurs faut pas dire ça parce que sinon celui qui a pas trouvé il dit ah mince je suis le seul nul à pas avoir trouvé, donc maintenant que vous êtes sur le bord, que vous approchez de la solution, quelles sont toutes les questions que l'on peut poser à propos de cet animal ou de cette chose, etc. Et vous pouvez faire ça avec une forme géométrique, vous pouvez faire ça avec un personnage historique, vous pouvez faire ça avec un mouvement d'hébertisme. C'est un mouvement qui demande d'être en diagonale, sans montrer. Ça va? Ça vous parle? Ouais.
Et donc, c'est tout à fait de la maïotique. c'est de la maïotique, exactement. C'est de la maïotique avec un éclairage neurologique. Mais encore une fois, la neurologie, bon, c'est un prisme parmi d'autres. La neurologie ne dira jamais le fin mot de l'être humain. La neurologie, on met des capteurs sur la tête des gens, on les fait passer dans des grands tubes, et on voit quelles sont les zones qui s'allument. Donc en gros, c'est de la plomberie. Hein. Non mais c'est important de se souvenir de ça, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'un jour, la neurologie dira tout de l'être humain. Non, mais c'est un éclairage très intéressant, qui montre que les élèves en stress, par exemple, ont un hémisphère, c'est ce dont je voulais vous parler, mais ce sera pour une autre fois, pour les Hébertiades 2, 3, 4, en Provence ou je ne sais pas où, à l'international. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que on voit très bien qu'un élève en stress, il a un hémisphère cérébral suractivé et un autre sous-activé. Et quand on travaille correctement avec lui, de cette façon-là, en mettant du sens, en le faisant parler, petit à petit, ça se rééquilibre. Donc la neurologie nous apporte un éclairage, voilà, pour dire oui, ce que vous voyez dans la réalité, ça va mieux. Nous aussi, neurologiquement, ça va mieux. Bon, d'accord, très bien, on est d'accord. Ça va pas plus que ça. Non, et donc ce n'est plus un mythe. Mais il y a des mythes qu'on invente, parce que quand il y a des gens qui voient un hémisphère suractivé, un hémisphère sous-activé, il y en a qui vont vous dire, cet enfant-là, il est en mode cerveau droit suractivé. Et c'est son mode de fonctionnement. Non, c'est là où il y a de l'acquis, et après le but c'est de travailler avec tout. Travailler avec côté droit, côté gauche, relier corps et esprit. Cette catégorie l'enferme. Voilà, exactement. Et les catégories, elles sont utiles dans un premier temps. Par exemple, un enfant qui est en difficulté, à qui vous dites « Non, mais c'est normal, tu es dyslexique, ou tu es dysorthographique, ou tu es dysgraphique ou dyspraxique », au début, ça l'aide. Parce qu'il se dit « Ah, d'accord, je ne suis pas fou, j'ai un trouble qui est répertorié ». Mais la deuxième phase peut être très dangereuse, c'est « Je suis ça, et je le serai toujours ». Et donc là, il faut lui dire « Non, tu n'es pas dyslexique, tu as une dyslexie ». C'est tout à fait différent. Oui. Toute la gramme. Et donc ça ne fait pas partie de ton identité. Et c'est là où il faut travailler aussi sur un plan psychologique de quelqu'un pour lequel ou quelqu'une pour lequel ou laquelle vous avez la solution. Si lui s'est mis en tête qu'il était ça à vie, vous ne pourrez pas le faire démordre de ça. Vous ne le sortirez pas de sa difficulté. Ou beaucoup moins. D'où l'importance de travailler sur les caractères, les vertus, etc. Est-ce que vous avez des questions, puisqu'il me reste 1 minute, c'est ça ? Donc Oui. c'est quoi le poisson ? C'est quoi le poisson ? Alors, puisque tu avais la réponse, c'est ce qu'on a bon. On veut le plus. Donne-moi ton carnet, je vais te mettre un plus. Alors, puisque tu avais l'idée que c'était un dauphin, c'est ce que tu as dit. Quelle question tu peux poser pour vérifier que c'est un dauphin et pas autre chose ? Comment il respire ? Comment respire-t-il, par exemple ? Donc lui, il a besoin de sortir à la surface pour respirer. Mais après, le jeu, ça va être toutes les questions que l'on peut poser à propos de cet animal. Quel est son rapport à l'homme ? Des dents méchantes. Mais des dents méchantes. Des dents méchantes. Et celle-là, les dents méchantes. Des dents méchantes, c'est très joli. Il travaille dans la finance. Ça va ? C'est des vivants. Comment ? Est-ce qu'elle met au monde, c'est des vivants. Voilà, et toutes les questions, et c'est intéressant de voir qu'au début, les élèves ont posé des questions très globales, la taille, la couleur, puis petit à petit des choses de plus en plus subtiles. Est-ce qu'il vit seul ou en bande ? Comment est-ce qu'il se nourrit, etc., etc. Donc oui, c'est un dauphin pour le... Mais est-ce que c'était juste pour vous montrer comment ça peut se construire de manière très simple, avec des choses très ludiques, mais qui les mettent exactement à l'endroit qu'il faut mentalement pour travailler. C'est-à-dire que chaque élément va avoir du sens et va participer d'une image d'ensemble. Oui. Je veux dire qu'en travaillant l'évocation, on résout beaucoup de problèmes avec les enfants. On résout beaucoup de problèmes, et en commençant par là, mais en appliquant les autres secrets, en les faisant parler, personnellement, en leur faisant tout analyser dans tous les détails, en les faisant manipuler, travailler de manière plurisensorielle, et dans cette chronologie. Et je trouve que ces secrets sont à la fois bouleversants, ils sont universels, ils sont valables pour tous les êtres humains, à n'importe quelle époque, à n'importe quel endroit. Et cette chronologie est très simple, et elle résout énormément de difficultés. Peut-être pas, tu réfléchirais, ça me passionnera. Marc-Olivier. Marc-Olivier. Oui, Bernard. Ouais, pour répondre à ta question, en étant ouvert, pour poser d'autres questions, je dirais que si on fait l'impasse du récit, on rentre dans rien du tout. Ni c'est une porte d'entrée sur l'univers intérieur de la personne, et c'est une porte pour relier, c'est le mot de Pierre Joseph, pour relier les personnes entre elles, et pour relier passé, présent, avenir. Oui, et puis par rapport à ce que tu disais ce matin, et peut-être pour finir avec ça, c'est que
sur quoi est-ce qu'une société ou même une civilisation, n'ayons pas peur des grands mots, soyons magnanimes, sur quoi une civilisation repose? Sur ces grands récits communs. Sur ces grands récits, alors certains on peut décréter qu'ils sont fictifs et d'autres qui sont plus vrais, etc. Mais ça repose sur ces récits communs. C'est une évidence. Et donc c'est précisément en retravaillant cette évocation et que les choses aient du sens et non pas en faisant travailler les gens formellement qu'on va reconstruire, qu'on peut reconstruire des choses communes qui nous réunissent et qui nous permettent d'aller très loin. Et c'est très souple parce qu'en fait, c'est pas la méthode ceci ou la méthode cela. Vous voyez que ces grands principes, vous allez les retrouver dans toutes les grandes pédagogies. Vous allez avoir besoin de ça. Que vous soyez en Montessori, en Singapour, en méthode alphabétique, en ce que vous voulez, vous allez avoir besoin de passer par ces secrets-là. Par exemple, l'alphabétique, dans les méthodes, ça se pratique beaucoup plus dans le privé, malheureusement. Sous-entendu, ça, je veux dire, ça ne se pratique pas suffisamment ailleurs. C'est 95% des écoles sont en méthode semi-globale, ce qui est une catastrophe. Tant qu'on n'aura pas changé ça, ce sera logique qu'il y ait quelque chose qui bloque profondément. Mais l'alphabétique en soi ne suffit pas. Parce que l'alphabétique, pour répondre à la question de madame, au fond, pardon, je ne connais pas votre prénom, l'alphabétique, c'est de l'analyse. Ça veut dire que c'est fait élément par élément. Vous me suivez ? Mais si on n'a pas fait le travail d'évocation, si on n'habitue pas les enfants qui arrivent à bien déchiffrer, à relier ça à du sens, alors oui, on peut le travailler de manière très mécanique. Et ils peuvent savoir déchiffrer sans comprendre, sans évoquer la scène. Donc ces secrets, on va les retrouver partout. Et quand vous viendrez, j'espère pour certains d'entre vous le pratiquer, vous verrez, quand on a découvert l'organicolore, après on le voit partout dans la vie. Typiquement, qu'est-ce que je veux que mes élèves deviennent dans 10 ans ? Plus je l'ai évoqué précisément, plus je m'en fais une image précise, un film précis, plus je vais savoir comment arriver à ça. Ou plus je sais, comme dirait François-Xavier, m'a beaucoup touché, pas touché, m'a beaucoup bouleversé, à Montligeon, en disant, voilà, nous, notre but dans chaque exercice de grammaire, de mathématiques, etc., c'est que les enfants aillent au ciel. Au début, vous dites, attends, quel est le rapport ? Bon, je dis ça de manière... Ou qu'ils soient heureux. Quand vous leur dites ça aux élèves, la grammaire, c'est pour que tu sois heureux. Hein ? Ah bon ? C'est pas fait pour faire suer et appliquer. Mais oui, mais ça ne peut l'être que si on respecte ces secrets-là. Que s'ils voient profondément le sens, sinon ils diront à quoi ça sert ? Ou Gad Elmaleh dirait qui s'est déjà resservi d'un compas ? Qui est déjà ressorti d'une réunion avec des amis en disant heureusement qu'on la connaissait cette racine carrée ? Non, ça c'est vrai, personne ne fait ça. Mais en revanche, si la racine carrée ou le compas vous a permis d'aiguiser davantage votre œil, d'aiguiser davantage votre geste, d'aiguiser davantage votre réflexion, alors oui, ça a servi. Mais seulement à cette condition. Sinon, ça vous a formaté. Merci. Bravo. On me demande le nom des auteurs. Donc la personne qui m'a formé, c'est celle qui a fait entre autres ce livre-là, où il y a en partie ce que je vous ai raconté. D'ailleurs, elle met l'organicolore en couverture de son ouvrage. C'est Elisabeth Nuyts, N-U-Y-T-S. Et elle s'est inspirée aussi de Maria Montessori et de quelqu'un qui s'appelle Antoine de... Là, il doit y avoir une majuscule. Garandry. Merci Arthur. Si vous nous regardez encore au moment de la outro, c'est que la conférence vous a décidément beaucoup plu. Alors n'hésitez pas, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager la vidéo. On a besoin de votre soutien. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour parler de notre sujet favori, puisque ce sera autour de Audrey Huguet-du-Lorrain, Bénédicte Huguet-du-Lorrain, moi-même et Amaury Fouquet-Lapart, de vous parler de l'hébertisme, une approche pour la vie en société. Pensez à vous abonner, mettez un like et à la semaine prochaine.